Chers utopistes, bonjour et bienvenue sur le podcast du projet Utopia, le podcast qui s'intéresse au rapport entre science et société. Aujourd'hui, nous recevons Denis Carotti. Denis a de nombreuses casquettes, mais celles qui nous intéressent aujourd'hui sont celles de formateur et de chercheur sur le thème de l'esprit critique. Avec lui, nous allons parler dans un premier épisode du parcours qu'il a suivi pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Puis, dans le prochain épisode, nous aborderons les difficultés ainsi que la complexité liée à l'esprit critique, de sa définition jusqu'à la question de la transmission. L'esprit critique est un long parcours, une odyssée faite de subtilités, de complications et de remises en question. Ensemble, nous allons d'abord parler zététique, outils et méthodes, pour ensuite embarquer vers des horizons bien plus houleux et complexes. Alors bonjour Denis, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour Loïc, oui, je m'appelle Denis Carotti, j'ai 45 ans, je suis professeur de physique-chimie à la base, et actuellement je travaille au rectorat d'Aix-Marseille, où j'exerce des missions de formateur autour de la question et sur la question de la pensée critique, de l'esprit critique. Et aussi un autre rôle au rectorat, je m'occupe de la vie lycéenne et collégienne, c'est une double mission, donc ça c'est ma partie travail au quotidien. Et j'ai une autre casquette qui est celle de chercheur, puisque je suis chercheur associé au centre Gaston Granger. C'est un laboratoire de philosophie dans lequel j'ai pu faire ma thèse et dans lequel je poursuis mes recherches autour de la pensée critique. Voilà. Très bien. Donc ta thèse, est-ce que tu peux donner juste l'intitulé de ta thèse et globalement de quoi tu parlais dans ta thèse ? C'est une thèse qui était en philosophie, parce que le laboratoire était en philosophie et qu'à mon âge, on est difficilement accepté pour des thèses, on va dire, qui sont dans d'autres domaines. Mais finalement, elle recoupait des domaines divers comme sur les sciences de l'éducation, donc pour les thématiques abordées, à travers donc, le prisme des sciences de l'éducation, de la psychologie et puis de la philosophie. Et donc le thème, c'était l'effet des formations à l'esprit critique, des formations pour les enseignants, et quels effets on pouvait avoir sur les croyances et dispositions épistémiques des enseignants. Donc, ça c'est le thème très général, donc une partie sur la définition de l'esprit critique, une partie sur l'histoire aussi de cette notion d'esprit critique dans l'éducation nationale, c'est là où on croisait un petit peu les sciences de l'éducation, et toute une partie sur l'expérimentation et les expériences qu'on a pu faire, les études autour de ces évaluations des enseignants. Donc comment tu as été, toi dans ta vie, en contact la première fois entre guillemets par des contenus esprit critique, ou comment tu es arrivé en fait à t'intéresser à ces sujets? Est-ce qu'il y a eu des expériences clés en fait dans ta vie qui t'ont mené à ça? Ouais, c'est quand je suis rentré dans le métier, on va dire au même moment que je passais mon concours, donc je me retrouve, c'est vraiment une expérience très très spéciale, hein. Je me retrouve dans le train, non il n'y a rien de spécial, j'ai juste lu un bouquin, mais c'est ce bouquin-là en fait qui m'a fait déjà connaître ce qu'on appelait à l'époque la zététique, hein, et il n'y avait pas d'histoire de milieu ou de communauté zététique, ça n'existait pas. Donc j'imagine un bouquin d'Henri Brock. Un bouquin d'Henri Brock, devenez sorcier, devenez savant, je suis dans le train, je lis ce truc-là, moi j'ai fait donc 5 ans de physique-chimie, ça m'intéresse, la science, les sciences m'intéressent, mais plus spécifiquement évidemment la physique, puisque c'est celle pour laquelle je veux faire mon métier d'enseignant, et donc je lis ce bouquin, et je découvre donc des choses dont je n'avais jamais entendu parler. C'est vrai que ça m'a fait quelque chose, j'ai ce choc, alors est-ce que j'ai reconstruit, j'ai du mal à le savoir, mais je me vois dans le train en train de me dire waouh, ça serait génial en fait de faire ce truc-là, d'enseigner cette chose-là, de parler de ces sujets-là pour des enseignants, donc j'ai ce bouquin d'Henri Brock. Donc ça a été vraiment le premier moment. Coïncidence, je me retrouve nommé l'année d'après comme tout bon stagiaire qui est plus stagiaire et qui est nommé dans l'éducation nationale, je me retrouve nommé dans une autre académie. Donc moi je suis de Marseille, donc je me retrouve pas très loin, pour le coup, à Nice, et je fais vite le lien en fait, et je crois qu'il y a un autre copain qui me dit tiens, mais tu sais que le laboratoire zététique du bouquin que tu as lu, il est à Nice. Je fais ah oui c'est vrai, j'avais pas réalisé, et puis avec mon collègue Jérôme Belaïer, on se prend par la main, et puis on va taper à la porte du laboratoire d'un certain Henri Brock, donc une année après avoir lu le bouquin finalement, qui nous accueille bien volontiers. Moi c'était la première fois que je rencontrais l'auteur d'un livre que j'avais lu, c'est assez rigolo, et il nous ouvre ses portes, Denis Biette à ses côtés, et voilà, et donc on commence à lire,
à se cultiver. Moi, je crois que ma bibliothèque commence à passer de 0 bouquin à 1, puis à 2, puis à 3, puis à 4, puis à 5. Je dévore en fait tous les ouvrages qui existent à l'époque. Il n'y en a pas tant que ça finalement, à l'époque. Et donc voilà, ça c'est le premier moment qui m'a amené à m'intéresser à tout ça. C'est cet intérêt pour, je ne sais pas trop comment le caractériser, mais il y avait cette idée de, un peu comme en science on a, en tout cas en physique, tu sais, on croit pouvoir comprendre quelque chose, on croit pouvoir l'analyser, on croit connaître les raisons du phénomène, par exemple, je ne sais pas pourquoi le ciel est bleu, et en réalité, la physique ou la chimie te montre ou t'explique que c'est pas vraiment la bonne manière de l'expliquer et qu'il y a d'autres manières de comprendre qui collent mieux à la réalité. Et bien, ce qu'il y avait un peu dans ce livre de Brock, c'était un peu ça. Alors, pour l'astrologie, j'y croyais pas particulièrement, surtout en tant que physicien à l'époque, mais je voyais en fait comme on le dira après, un débunkage de cette discipline avec des manières de faire que je ne connaissais pas en fait, des analyses sérieuses, rigoureuses, mais qui passaient par des biais que je ne connaissais pas. Donc voilà, il y avait ce plaisir de découvrir d'autres manières de voir les choses, un peu comme un tour de magie où on se laisse avoir et puis d'un coup quelqu'un vient et te dit mais non, en fait c'est ça qui se passe derrière. Donc voilà, il y a eu ce plaisir-là rencontré avec la zététique. Et de découvrir la face cachée de phénomènes intrigants pour tout le monde. Et que du coup toi peut-être tu n'avais pas forcément essayé de déconstruire ou de réfléchir vraiment dessus. Jamais. Parce que c'est vrai qu'en l'astrologie par exemple, il n'y a quand même pas énormément de gens qui y croient dans en tout cas, je sais qu'il y a quand même beaucoup de gens en proportion finalement pour un truc comme ça, mais globalement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y croient ou qui ont une croyance très modérée en fait là-dedans. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que les croyances c'est pas juste oui ou non quoi. Et du coup, moi c'est pareil, l'astrologie, c'est vrai que c'est un truc que j'ai jamais vraiment cru. Mais pourtant, je suis quand même intéressé par le fait de ce qui se passe derrière, quoi. Tu vois. Ouais, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'intéresse aussi à des phénomènes auxquels on serait peut-être pas intéressé tout seul. Finalement, quand on nous donne les clés, en fait, quand on nous prend un peu par la main pour dévoiler, comme tu disais, les secrets qui sont derrière. Le seul truc, parce que tu dis est-ce que j'y croyais ou pas, enfin, je comprends aussi une question qui est derrière, c'est est-ce que pour moi j'y croyais ou pas, est-ce qu'il y avait des choses auxquelles je croyais et qui ont été amenées à être débunkées par ce livre ou d'autres d'ailleurs. Les seules choses auxquelles j'étais très proche, c'était plutôt tout ce qui était ovni par exemple. OVNI, voire même un peu fantôme ou entité un peu bizarre. J'avais des livres sur les mystères jamais expliqués d'une certaine manière. Oui, c'était quand même des choses qui t'intéressaient. Et c'était des choses qui m'intéressaient, ouais. Je sais que Richard, mon voisin, le raconte souvent. Moi, je baignais pas à ce point-là dedans, mais je pense comme un peu tout le monde à cet âge-là, j'avais baigné dedans un tout petit peu, et ça me faisait quelque chose. Et voilà. Et donc là, comme tu l'as dit, on se retrouve à être révélé d'une certaine manière, éclairé par les méthodes d'analyse scientifique, faut pas le dire autrement. L'esprit critique n'était pas, d'ailleurs, le mot-clé qui était prononcé à l'époque. Je le vois, je sais que Henri, il avait déjà écrit un article qui s'appelait Esprit critique, es-tu là ? Le mot esprit critique revenait, mais il était certainement pas autant mis en avant. Si on en parle après d'ailleurs, j'y reviendrai, mais c'est quelque chose qui est venu petit à petit, en tout cas dans ma culture, autour de l'esprit critique. Dans ton parcours, du coup, parce que du coup, tu as vraiment commencé à travailler vraiment dans ce milieu-là, dans la zététique au début, beaucoup. Puis à t'intéresser à l'esprit critique de manière plus large, à partir du moment où, même peut-être avant que tu commences ta thèse, je pense que tu as commencé à te poser des questions bien avant, je sais pas, tu vas un peu nous raconter tout ça. J'aimerais connaître en fait, voilà, qu'est-ce qui t'a amené en fait à la personne que tu es aujourd'hui, avec tes réflexions actuelles, etc. Est-ce que tu as des moments clés, tu vois, pareil, ou des choses spécifiques qui y en a plein. Pertinentes La première, c'est cette explosion de choses nouvelles qui m'arrivent quand je viens. Donc le principe était assez simple. Quand on dit souvent on est collaborateur du laboratoire de zététique, à l'époque on révélait simplement le fait que tous les mercredis on allait à la faculté des sciences à Valrose à Nice et qu'on se retrouvait avec Henri et d'autres personnes. Donc j'ai dit tout à l'heure Denis Biette entre autres, Jérôme Bellayer, mon collègue de physique du collège où on était, et on ouvrait les dossiers étudiants, on discutait de plein de sujets, voilà, c'était une effusion en fait de plein de sujets. Donc il y a vraiment ce moment-là où il y a une acculturation à tous ces domaines, du paranormal, de la zététique de manière générale. Donc ça, c'est un premier truc. Le deuxième moment important, c'est quand Henri fait venir un de ses collègues qui est chercheur en psychologie sociale. Et là, je découvre en fait une discipline que je ne connaissais absolument pas. Je pense que j'en avais jamais entendu parler. Et un peu à la
joue les Beauvois, on va dire, parce que je pense que le petit traité de manipulation était déjà sorti, je pense. Hein. Donc, les expériences fameuses, connues en psychologie sociale, et là, je dis, waouh, c'est pas possible. Enfin, ça aussi, c'est un élément clé pour comprendre qu'est-ce qui fait qu'on croit, qu'on adhère, qu'on peut être manipulé, parce qu'il y avait vraiment cette idée, hein, les pseudosciences, le surnaturel est quelque chose qui manipule. Donc déjà, il y a ce premier tournant de il faut se défendre intellectuellement. Et il y a 2005, on est toujours dans cette même période où je rentre dans ce milieu-là, il y a le petit cours d'autodéfense intellectuelle de Normand Baillargeon. Et là, c'est une autre claque, en fait, qui arrive, puisqu'on a un auteur qui synthétise, mais pas simplement cet aspect que Brock avait déjà, hein, méthodologie scientifique, statistique, comment bien analyser un sujet. Non, il y a encore plus que ça. Il y a de l'épistémologie. Il y a de la culture de « je lutte contre les manipulations, les systèmes de domination ». Il y a les mathématiques et les numérismes, il y a le langage. Et tout ça commence à prendre un sens beaucoup plus global. Donc, je commence à muter un peu vers l'autodéfense intellectuelle. Ouais. Ça, c'est le premier moment. Il y a un autre moment aussi qui est important, c'est la rencontre avec Richard Monvoisin, qui était le doctorant donc, d'Henri. Et donc la rencontre, elle va bien fonctionner entre tous les deux, puisqu'on va beaucoup s'apprécier par la suite, puisqu'on va créer ensemble avec d'autres collègues le collectif Cortex. Donc voilà, il y a ces moments-là, toujours, qui commencent ces moments qui vont guider un petit peu mon ouverture en fait, vers d'autres domaines. Un autre moment, c'est donc la rencontre avec l'épistémologie. Ça arrive un petit peu plus tard, parce que finalement on en faisait sans le savoir, on en faisait sans le dire, c'était pas un mot qu'on prononçait moi entre... Donc là, pour le dire, on est dans les années 2003, 4, 5, 6, 7, 8, où je suis jusqu'en 2008 à Nice, et que je vais revenir à Marseille. Et là, je me retrouve un petit peu livré à moi-même, le laboratoire est plus là, on a fait quelques formations quand même, quelques conférences à Nice, c'est encore tout petit, mais je me retrouve à Marseille à devoir un peu importer tout ce que je savais. Et je me rappelle de ce moment-là, tu vois, ça c'est des moments clés aussi. Je fais une conf avec Stanislas Sanchak, donc qui est un prof de physique qui travaillait à l'époque donc à Lyon, qui avait fait énormément de contenus zététiques. D'ailleurs, on le sait pas, hein, mais... comme avec Richard, on leur doit, comme avec Nicolas Vivant, on leur doit énormément d'exemples, de références, de standards un petit peu de ce qu'on enseigne ou de ce qu'on fait. Et donc j'ai la chance de faire une conf avec lui. On fait une conf à Marseille, et là il y a un gars qui vient me voir à la fin, et c'est, je me rappelle plus qui c'est d'ailleurs, mais c'était un prof de philo, et il me regarde, il me fait, mais en fait ce que vous faites, c'est de l'épistémologie. Et moi je me rappelle très bien, donc c'était 2008, hein. Je le regarde, je lui fais, mais... Oui, tout à fait, vous avez raison. Et là dans ma tête c'est, mais qu'est-ce que c'est déjà l'épistémologie? Bon, voilà, tu vois, et ce moment-là, en fait, pourquoi il est important? Parce qu'il amène à un deuxième temps, qui est, bon, ça suffit, j'ai bafouillé un petit peu, j'ai appris plein de trucs, mais c'est pas très calé dans ma tête, il faut que je reprenne mes études. Voilà, donc c'est en 2008, je vais reprendre mes études, je m'inscris dans un master en sciences de l'éducation, où je vais travailler sur la pensée critique pour ma discipline, donc en physique-chimie, et donc je passe mon master de recherche sur ce domaine-là. D'accord. Ça, c'est un point important qui va m'amener donc à travailler sur ce que c'est que cette notion d'esprit critique, et qui va se lier avec on va dire le troisième point que je voudrais évoquer peut-être, c'est la création du collectif Cortex, donc c'est 2 ans après, 2010, et ça s'appelle Collectif de recherche transdisciplinaire, esprit critique et science. Et là, tu vois, le mot esprit critique, ça y est, il est là, il est bien matérialisé comme un point essentiel. Le mot zététique est là aussi, mais ça y est, il y a le mot esprit critique qui est vraiment quelque chose, un concept qu'on va travailler, définir, essayer d'imbriquer avec tout ce qu'on fait, que ce soit épistémologie, autodéfense intellectuelle, etc. Alors après, il y a d'autres étapes, mais on en parlera sûrement après. Oui, parce que du coup, si on regarde les cours de Richard Monvoisin, quand même, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exemples qui peuvent se rapprocher de ce que faisait Henri. Par contre, il y a aussi beaucoup de choses nouvelles, donc notamment des choses liées, alors peut-être pas dans toutes les versions de ce qu'il a fait comme cours, mais en tout cas dans ce qui est en ligne, il y a toute une partie, par exemple, sur le genre, le sexe et le genre, la différence sexe et le genre, etc. Et ça, par contre, c'est des choses qui n'étaient pas du tout abordées, par exemple, à l'époque d'Henri, quoi. Bien sûr. Ah oui, Henri avait ce focus sur les phénomènes étranges et paranormaux. Et tu m'as posé la question, qu'est-ce qui, dans les étapes, ont façonné ma vision des choses? C'est évidemment ma rencontre avec les collègues du collectif Cortex. Parce que ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il y a eu une ouverture à des thèmes, à des sujets dans lesquels exercer son esprit critique n'était pas pour moi ni facile, ni même possible en fait.
Et la chose que j'ai apprise, je pense, et qui résonne toujours dans ma tête avec le cortex, c'était aucun sujet, en fait, n'est à l'abri de l'exercice de notre esprit critique. Et c'est ça qui est formidable. Alors, des gens qui écoutent ou d'autres personnes me l'ont déjà dit, mais en fait, vous faites de la philo, parce que la philo, c'est ça. Tu questionnes, tu interroges tous les concepts, tous les mots, toutes les définitions. Oui, d'accord, très bien, bah oui. J'ai pas de souci pour dire ça. Donc, sauf que quand on parle d'esprit critique, souvent, on le restreint à l'analyse de l'information, au débunkage des pseudosciences, aux fake news. Bon, oui, mais en fait, ça marche pour tout. Et donc, quand tu dis que Richard prend tel ou tel sujet, parce qu'il n'y a pas que le genre, hein, il y en a d'autres qu'il va pouvoir explorer, comme la philosophie morale qui va s'attacher à d'autres questions, l'idée, c'est toujours pareil. Prenons des sujets qui ont un intérêt, un enjeu en fait aussi, et là évidemment ça dépend de chacun d'entre nous, parce qu'il y en a qui ont plus ou moins d'attachement à certains sujets, ils voient de l'enjeu plus ou moins grand à certains sujets, et on y va, on va utiliser les mêmes outils qu'on a pour l'astrologie de tout à l'heure, mais on va les appliquer à d'autres domaines, et on va regarder ce que ça donne. Et la question c'est, à quel moment ces sujets-là on est capable pourquoi on va les mettre sur la table, pourquoi on s'y intéresse. Richard fait ces choix-là, nous on en fait d'autres parfois quand on est en formation avec les profs en établissement. Voilà. Donc il y a eu ce moment où, utilisons ces méthodes-là, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, sceptique, critique, la raison, le rationalisme, et appliquons-les sur tous les sujets importants. Et du coup, tu ne dis pas méthode zététique. Oui, zététique, on peut le dire aussi, mais parce que je pense qu'elle a cette connotation paranormale et pseudoscience. Et puis c'est limité vraiment là, beaucoup, pas que limité à ça, mais on va dire c'est quand même beaucoup limité à ça. Et du coup, il y a quand même d'autres choses qui sont greffées, comme par exemple la psychologie sociale, qui n'est pas trop abordée dans la zététique pure, légèrement. Oui, c'est là pour parler du fait qu'on puisse, comme on parle un peu de dérive sectaire, donc on peut parler d'influence et de manipulation, donc voilà, le lien il peut se faire par là, ou pourquoi on est amené à croire quelque chose alors que c'est plutôt faux, pourquoi on est amené à continuer à le croire même si on n'a aucune raison de penser que c'est vrai. Donc il y a plein on convoque la psychologie sociale, voire même les sciences humaines et cognitives, pour le dire très largement, pour essayer d'expliquer ou comprendre, parce qu'on te pose la question, pourquoi croit-on des choses fausses, pourquoi croit-on des choses moins fiables que d'autres, pourquoi tout le monde ne croit pas la même chose d'une certaine manière. Il y a bien des raisons à ça. Donc oui, je dis pas zététique parce que c'est plus large que ça, je pense. Et donc le cortex m'a amené à faire évoluer ma pensée vers ces domaines beaucoup plus larges. Donc un autre exemple qui m'a marqué, c'était par exemple le thème de la nature. C'est quelque chose que j'avais jamais questionné de ma vie, en plus en physique-chimie. On parle d'espèces chimiques, espèces naturelles, tu vois, la dichotomie est là, et puis c'est évident. Ouais, ben dès que c'est évident, bim, il y a quelqu'un qui vient, qui tape sur l'épaule, qui fait au fait, c'est quoi c'est évident? C'est quoi qui est naturel? C'est quoi qui l'est pas? Et là, tu tombes dans une sorte d'abîme Je dis, ah oui, c'est vrai, mais j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai, qu'est-ce qui fait la distinction et comment on peut s'en sortir et qu'est-ce que ça mobilise en fait cette histoire de nature? C'est vrai qu'après on va consigner les gens dans des cases, on va dire c'est naturel, comme on dit c'est normal. Ah mais ça c'est un problème, alors si on dit que c'est normal, parce que ça veut dire qu'on va normer les choses, donc il y a des choses pas bien, donc on peut discriminer les gens, donc on peut les dominer, donc et paf, tout un univers entier s'ouvre devant toi rien que parce que quelqu'un a mis le doigt sur le mot nature. Voilà, donc ça c'est des exemples, je peux pas tous les donner, mais c'en est un pour faire comprendre ce moment où la zététique explose et se transforme en quelque chose de beaucoup plus large avec des enjeux qui ont des répercussions sur notre vie, sur ce qu'on pense dans la vie de tous les jours au quotidien. Mais c'est pour ça que tu abordes souvent d'ailleurs ce thème-là en formation, parce que tout ce qu'il y a derrière, tu l'amènes pas forcément de manière brute, on va dire, tu t'amènes quand même vraiment beaucoup à se questionner, justement sur tous les enjeux qu'il y a derrière, comme tu disais, jusqu'au fait de, oui mais si par exemple, on va dire que la nature c'est la relation entre un homme et une femme, par exemple, pour faire des enfants. C'est naturel. Voilà, c'est naturel, donc l'homosexualité ça l'est pas, donc c'est pas bien, par exemple. Exactement. C'est normal que les noirs soient asservis par les blancs. Voilà, oui. C'est normal. C'est normal, c'est dans leur nature. Ou ils sont pas humains, ou ils sont sous-humains, ça dépend des versions, mais donc en tout cas c'est dans l'ordre des choses d'une certaine manière. Et si c'est dans l'ordre des choses, n'allons pas contre l'ordre des choses. Ça serait au mieux un gros problème. Donc c'est vraiment ces notions-là, et donc ça va t'imagines bien, là, les thérapies, les médecines dites non conventionnelles, tous ces sujets-là étaient brassés en permanence, et ça a été pendant des années, et ça l'est toujours, mais un peu moins maintenant peut-être, parce que en réalité c'est épuisant de toujours sur quelques concepts que ce soit, essayer d'aller creuser, de se poser la question, de raffiner, de nuancer, c'est un challenge permanent. Et c'est vrai que, comme le dit Richard, j'aime bien cette expression, savoir fatigue, quoi.
si tu veux en savoir, si tu veux un peu plus savoir, ouais, c'est un peu plus fatigant que de te laisser tranquillement glisser sur ce que tu pensais déjà être la bonne manière de faire. Donc voilà, donc ça a été les années Cortex, ces années géniales pour apprendre à tout questionner et puis surtout se faire une culture. Il y a tout à l'heure j'ai parlé d'épistémologie, je pense que ça a été vraiment pendant longtemps ça a guidé énormément à la fois des contenus de formation, de conf ou de sujets de recherche. C'était est-ce qu'on peut, moi c'était ma vraie question, est-ce qu'il y a cette démarcation entre science et pseudo-science? Ça a été aussi un cheminement à travers l'esprit critique. Croyances, connaissances, faits, interprétations, opinions. Comment on fait pour s'y retrouver dans tout ça? Puisque on dit aux gens que c'est pas vrai, que c'est faux, que c'est fiable, que c'est une croyance, que c'est une faire des dichotomies assez nettes. Tout le temps en fait. Et donc, quelqu'un vient et te renvoie au fait que mais non, mais c'est pas si simple que ça. Donc toi tu dis mais si, mais non. Et puis tu vois qu'au départ tu crois que c'est si simple. La réfutabilité c'est tellement un bon exemple en fait, où quand on utilisait Popper de manière un peu trop simple, il y a quelqu'un qui vient et qui te dit mais non en fait c'est pas si simple que ça, donc tu creuses et puis tu affines ça et puis au final l'outil simple que tu vas donner au début est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce qui est rigolo, c'est ce qui est étrange au niveau pédagogique, c'est qu'on continue peut-être à le présenter de manière simple, mais dans la tête on a toutes les nuances en fait, et il doit y avoir quelque chose au moment où on le présente quand même. On le présente pas de la même manière quand même, mais le produit pédagogique il ressemble quand même fortement entre le moment où tu savais pas trop et le moment où tu en savais un petit peu plus. C'est terrible de dire ça parce qu'on va passer peut-être pour des incompétents au début. Oh, comment ça, vous osiez présenter des concepts que vous maîtrisiez pas? Mais oui, il y avait cette idée d'avoir des outils qui étaient, un gros filet, quoi, pour trier les plus grosses entourloupes d'une certaine manière, les plus grosses... les trucs les plus évidents. Les trucs les plus évidents, oui. Pas réfutable, c'était déjà quand même un peu aidant. C'était aidant. Ça pouvait te faire déjà un gros tri, certaines choses. Et après, quand tu arrives dans les cas limites, là par contre, ça suffit. Et oui, et c'est pas si simple que ça, c'est vrai. Et c'est pas l'outil parfait, c'est vrai. Et c'est comme le rasoir d'Occam, c'est comme la maxime de Hume, c'est comme... il y a tellement de petits tips comme ça qui vont nous permettre... d'élaguer, quoi. D'élaguer. Du coup, on en revient quand même au cœur du sujet, quoi, puisque si on pose un peu l'esprit critique sur l'esprit critique, en tout cas sur les outils que vous utilisez lors des formations sur l'esprit critique, en fait, c'est quoi leur limite? Parce que si tu dis que quand tu les transmets, c'est insuffisant, puisque tu en reviens à comme tu pensais il y a 20 ans, pourquoi tu n'arrives pas à rajouter de la complexité, ça? On la rajoute, en fait. Ce que je veux dire, c'est que il y a une sorte de contrainte temporelle dans la transmission pédagogique. C'est un peu de la vulgarisation. Il faut le dire, quand on fait un cours, on ne fait jamais comme quand on écrit un bouquin, on ne peut pas. Donc on est contraint dans une certaine durée, donc on fait des choix. Et ces choix nous amènent à être forcément plus restrictifs sur ce qu'on va dire. Alors j'ai envie de dire, en plus, c'est pas un cours en général, c'est des formations. Donc c'est vraiment un temps très limité. Dans le temps, tu ne vas pas avoir forcément de continuité. Exactement. Mais même pour les cours. Même pour les cours, il y a le même effet. J'ai remarqué ça aussi. On a un peu plus de temps, mais tu as raison, si je parle des formations, en tout cas, il y a cette contrainte-là. Et donc, ce choix-là, de présenter ou pas tel outil, la manière de le présenter, les exemples qu'on va prendre sont souvent les mêmes. Donc c'est en ça que ça ressemble un peu à ce que je pouvais faire déjà il y a quelques années. Mais et c'est là où ça rallonge souvent, c'est pour ça que j'ai réduit peut-être le nombre d'outils que je présente maintenant, la manière ensuite de donner les limites et d'essayer de dire le moins de trucs faux possible. Je crois que c'est ça en fait qui fait la différence. Une phrase, une tournure de phrase, une manière d'utiliser un mot plutôt qu'un autre, cette subtilité-là, il faudrait que je me réécoute en fait, tu vois, il y a 10 ou 15 ans, je pense qu'elle serait là la vraie différence, même si le fil narratif est à peu près le même. Est-ce que tu penses dans la manière dont c'est perçu, est-ce que tu penses que ça change beaucoup de choses? J'espère en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que, et je le dis souvent à des collègues qui se lancent ou qui essaient de faire les mêmes formations, il faut que vous en passiez par des conneries, par des erreurs, par des manières de dire qui vont pas aller, par des exemples pas adéquats. Pour trouver la bonne manière. Pour trouver votre manière. Parce que la mienne, c'est pas la même que vous, les exemples d'un tel, c'est pas les mêmes que moi. Vous serez pas à l'aise sur les mêmes. Et c'est parce que j'ai eu tous ces moments où on m'est rentré dedans, où on m'a dit ceci n'était pas exact, ceci n'était pas très bien dit, que, évidemment, on progresse, on s'améliore, et qu'à la fin, et je dois le dire maintenant, j'espère que c'est un signe, hein, mais peut-être que c'est l'âge aussi, je dois faire plus peur, j'en sais rien, j'ai plus de cheveux blancs, mais j'ai beaucoup moins de retours comme j'avais avant.
de ces moments où on me faisait toucher du doigt que parce que justement je les ai intégrés et que la manière de dire a évolué pour le dire un peu mieux, ou en tout cas pour m'exprimer un peu mieux, même si dans ma tête c'était la même chose, je pense. Par rapport à comment tu es maintenant, donc depuis ta thèse jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des changements, tu dirais, par rapport à... Ah oui. Déjà tout ce que tu as pu étudier pendant ta thèse peut-être, etc. Puis peut-être des réflexions personnelles en dehors de ce cadre-là, je sais pas. La thèse a commencé en 2017, je l'ai finie, on va dire, fin 2021, pour la soutenir en début 2022, donc ça a pris 4 ans, et donc en réalité elle avait démarré dès mon entrée dans le monde de la zététique, quoi. C'est une thèse sur 10-15 ans, parce que voilà, toutes les lectures. Et ce qui s'est passé à partir de 2017, c'est qu'il y a eu une vulgarisation accrue de tous les contenus. C'est-à-dire que parler d'esprit critique, je veux dire médiatique. Par YouTube. Ouais, YouTube, entre autres, et puis les bouquins, les exemples pédagogiques, les formations qui se développaient un petit peu partout. On parlait même plus de psychologie sociale aussi, j'ai remarqué. Pas mal de choses finalement qui étaient reliées, émergeaient un petit peu. Exactement. Là, ouais. Il y a eu cette vulgarisation massive. Est-ce que c'est massive. Pas à cause notamment des attentats de Charlie Hebdo? Oui. Il y a peut-être de ça aussi. Historiquement, c'est ce qui s'est passé, je le dis souvent dans les formations pour que les collègues comprennent. Alors au début, ça avait plus de sens il y a 5 ou 6 ans parce que c'était tout frais. Maintenant, bon, ça date un peu, mais c'est comme ça. 2015, les attentats. Je me rappelle de réunions dans l'éducation nationale avec des inspecteurs où pour la première fois après 2015, j'entends des gens prononcer l'expression esprit critique. Ce que je n'avais... Alors, c'est mon expérience à moi, mais ça m'a tellement marqué que je crois que je ne déforme pas trop. Je me rappelle de ces moments, je devais les marquer sur mon carnet, écrit en gros, ils l'ont dit, quoi, tu vois. Ils ont prononcé le nom de, tu vois, de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Voilà, c'était un peu ça, c'était l'esprit critique. Donc il s'est passé ça à partir de 2015. Donc ça, c'est la première chose. D'ailleurs, entre 2010 et 2015, c'était une vraie bataille pour arriver justement à faire comprendre que cette notion était importante à travailler de la, alors je vais dire bonne manière ou d'une manière adéquate et pas n'importe comment, donc dans l'éducation nationale. Ça, c'était le combat aussi du Cortex pendant beaucoup d'années, hein. C'était de faire assumer cet enseignement, hein. Je dis pas forcément de zététique, hein. Je parle de la notion d'esprit critique qu'on véhiculait à travers le Cortex, donc qui était beaucoup plus large que simplement zététique. Je fais un petit retour en arrière, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, s'il y a 2, 3 cours, 1 ou 2 formations par an qui parlent de ça en France, c'est le bout du monde. Dans la thèse, justement, j'ai un petit peu regardé le nombre de formations qui ont vraiment augmenté, qui ont décollé à partir de... Tu parles dans le cadre de l'éducation nationale. Je parle là dans l'éducation nationale, oui. mais même à l'université. En dehors de ce cadre-là, peut-être qu'il y en avait un petit peu plus, je ne sais pas. Pas forcément beaucoup plus. Ah non, mais s'il y en avait sur les doigts d'une main, c'était le bout du monde. C'est vraiment très peu. Ouais. Donc voilà, et donc j'arrive moi en me disant, bah maintenant j'ai envie de me lancer dans ce travail de recherche en 2017, et évidemment je vais reprendre un peu des travaux que j'ai pu faire déjà pour le master dont j'ai parlé tout à l'heure en 2008-2009, avec cette envie de dire, mais comment mettre tout, comment tout mettre en fait dans un seul travail, comment arriver à faire tout rentrer, toutes ces notions, toutes ces manières d'aborder les choses, et puis qu'est-ce que je vais regarder. Je sais qu'une thèse est hyper centrée sur un point particulier, donc tu me posais la question, qu'est-ce qui a évolué pendant cette thèse. Bah, je crois que ça a été comment paradoxalement me détacher de la zététique. Ça a été ça aussi le travail de la thèse, parce que j'ai senti qu'évidemment c'était trop restrictif, et que de toute façon, c'est plus vraiment ce que je faisais en formation, ça commençait un petit peu à disparaître aussi, d'utiliser ce mot, de le mettre en avant, que ce soit une introduction même du contenu des formations. Comment arriver donc à me détacher un petit peu de tout ça? Ça a été le premier point. Et puis le deuxième, là aussi où j'ai beaucoup évolué, et je pense que c'est là encore une fois avec des rencontres avec des personnes, hein. Donc je voudrais parler de ma collègue que j'ai rencontrée dans le cadre d'une de mes missions à Aix-Marseille. On a un lieu particulier qui s'appelle le camp d'Émile, donc à Aix-les-Milles, qui est un camp d'internement de la Seconde Guerre mondiale. Et j'ai travaillé quelques années dedans. C'est là où j'ai rencontré cette fameuse collègue, Aline Chirouz. Et on a eu énormément de discussions avec elle. Et ça a été une des personnes qui m'a fait le plus évoluer. Donc je dois lui dire un grand merci, notamment sur ces questions épistémiques qui ne devaient pas être que le focus de notre travail autour de l'esprit critique. C'est-à-dire, c'est bien beau de regarder ce qui est fiable, ce qui est vrai, ce qui est faux, le matérialisme méthodologique, le rasoir d'Occam,
tu vois, toutes ces choses, les statistiques, les biais argumentatifs, c'est formidable. Mais la vraie question qu'elle me posait, c'était, mais on fait ça pourquoi, en fait? Et tu vas trouver ça fou, mais... Ça t'a laissé bête, en fait. Ça me laissait répondre. Presque, j'étais énervé les premiures fois où elle me l'a posé, la question. Oui, oui. J'ai dit, mais attends, ça va quand même, c'est évident, c'est pour... Alors, c'est pour se défendre intellectuellement. Très bien, j'avais lu Paulo Freire, je savais qu'il fallait la contestation, Normand Baillargeon, tu vois, enfin, Noam Chomsky, l'autodéfense intellectuelle, on va pas se laisser manipuler par les élites. Donc, il y avait cette idée de... On va pas se laisser faire, on va pas se laisser manipuler, on doit lutter contre les systèmes de domination. Il y avait cette pensée un peu matérialiste au sens, on donne un enjeu en fait à l'esprit critique. Donc c'était un peu évident. Si on veut bouger les choses, en gros, il faut que les gens quand même ils se posent des questions liées à tout ça, quoi. Il faut qu'ils se posent des questions, il faut qu'ils se remettent en... Qu'ils soient nourris en fait de questions et aussi d'outils. Exactement, pour pas se laisser manipuler. D'ailleurs, le terme autodéfense intellectuelle posait souvent problème dans les confs ou dans les interventions. Parce qu'on disait, mais attendez, c'est un sport de combat, faire tout ça. C'est vraiment, on va lutter, c'est guerrier en fait. Et nous, on disait, bah oui, c'est guerrier, bien sûr, les gens nous attaquent, il faut qu'on se défende, tu vois. Donc il y avait un peu ça. Bon. Et donc le pivot, ça a été, il n'y a pas que les questions épistémiques qui valent, parce que quand on rentre chez nous, et lorsqu'on va prendre une décision, et c'est évident, hein, maintenant quand je le dis comme ça, mais ces décisions s'articulent autour, certes, peut-être des faits, de ce qui est fiable, de ce qui n'est pas fiable, de ce que Trump a dit que c'était vrai ou faux, mais aussi, et je pense maintenant, surtout, autour d'un certain paquet de valeurs et de manières de se constituer des opinions politiques qui, elles, sont au mieux parfois reliées aux faits et parfois absolument pas. Donc, si on travaille sur la pensée critique uniquement sur la partie des faits épistémique d'une certaine manière, nos croyances plutôt vraies ou fausses, finalement c'est extrêmement limité. C'est hyper limité pour ça, et donc on en revient à pourquoi on fait tout ça, pour justement arriver à s'autodéfendre intellectuellement, justement pour arriver à faire mieux. Alors, on peut arriver à s'en sortir en disant oui, mais avoir la connaissance du monde, avoir une description fine en fait, la plus précise, déjà ça nous évite de dire des bêtises, et puis surtout, si on n'a pas une analyse assez fine de tout ça, comment lutter contre les systèmes de domination, comment arriver à lutter contre ce qui se passe dans le monde si on ne sait pas ce qu'est le monde. J'ai encore des réserves là-dessus, je pense qu'il y a quand même des manières de lutter pour certaines causes sans forcément avoir un bon état de description du monde. Je pense que c'est possible, je crois qu'on aurait peut-être des exemples si on creusait un peu la question. Mais voilà, on peut quand même s'en sortir en disant que les deux sont complémentaires. Avoir une opinion sur quel paquet de biscuits acheter au supermarché, c'est savoir si c'est vrai ou pas qu'il y a de l'huile de palme, mais c'est aussi savoir pourquoi on l'achète et qu'est-ce qui fait qu'on va vraiment l'acheter pour faire plaisir à ma fille, pour lutter contre la déforestation. Parce qu'il est rose, par exemple. Parce qu'il est rose. Non, mais voilà. Et ça dépasse de loin. Alors donc, arrive la question, et donc, comment travailler l'esprit critique sur cette partie-là des valeurs, de l'éthique, de la morale, du choix, des opinions. Et ça a été l'évolution majeure, je dirais. Et j'en parle pas dans ma thèse, parce que elle était restreinte aux aspects plutôt épistémiques. Mais voilà, ça a été toutes ces questions, tu sais, quand tu fais ce travail de recherche, tu moulines, et ça y est, j'ai enfin répondu à ta question. C'est ça qui s'est passé essentiellement pendant ces quelques années. Ben, ça fait déjà pas mal de choses en si peu de temps finalement, tu vois, il y a beaucoup de questions que je trouve essentielles, parce que c'est des questions, je trouve, qui manquent beaucoup, justement, dans le milieu zététique, esprit critique, en ligne, on va dire, voilà, tout ce qui se passe en ligne, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, etc. Je trouve qu'il manque beaucoup des questions comme ça, parce qu'on reste beaucoup figé justement sur ce qui s'est fait il y a 15 ans, au mieux. Et du coup, c'est vrai que je trouve que c'est beaucoup plus pertinent au jour d'aujourd'hui de se poser ces questions-là, parce qu'on aimerait quand même que ça évolue aussi. C'est-à-dire que le champ de ces réflexions-là, de ces luttes-là, de l'esprit critique, etc., ne reste pas figé dans le temps, quoi. Tu vois. Donc je pense que c'est important d'en parler, c'est pour ça que je t'ai invité aussi aujourd'hui, parce que je sais que c'est des choses qui t'intéressent, et c'est des choses qui m'intéressent également. Et du coup, on en parlera essentiellement dans la prochaine émission. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ne ratez surtout pas le prochain, dans lequel nous allons vraiment aborder en profondeur la question de l'esprit critique. Avec Denis, nous allons parler des nombreuses problématiques qui l'ont traversé tout le long de son parcours jusqu'à aujourd'hui, et nous nous attarderons également sur des questions qui le taraudent encore maintenant. Si
Si vous voulez soutenir le projet Utopia, vous pouvez le faire sur Patreon, mais également sur LiberaPay, un système de dons éthiques. À bientôt.